Alors bonsoir, merci d'être venu. C'est toujours délicat de faire venir en Occident des gens sur le thème des champignons parce qu'il y a une mycophobie souvent associée avec notre perception des champignons. Mon nom est Alexis Kaiser, je suis ancien avocat et maintenant je travaille pour une fondation qu'on a créée au Liechtenstein avec l'idée de transmettre l'information qui est liée aux champignons que nous on a avec les experts et montrer, en tout cas informer le public sur le potentiel des champignons dans un nombre d'industries que probablement vous n'estimez pas les différentes applications qu'il peut y avoir. Alors, je vais aussi, de manière anecdotique vous expliquer comment je suis venu moi-même, je suis pas médecin, je suis pas biologiste dans le domaine des champignons. Ça a commencé la première fois, c'était une dizaine d'années au Brésil, et on nous posait la question, on était avec un guide dans la forêt, et quelles sont les dents de la forêt? Alors, à part un jaguar ou un animal félin, je ne voyais pas de quoi il parlait. Et en fait, c'est dans l'écosystème de la forêt, les dents de la forêt, c'est le champignon. C'est-à-dire que les champignons sont l'organe primaire, je dirais, principal dans la nature qui va décomposer tous les végétaux. Et vous allez voir à travers les différents thèmes qu'on va explorer que l'écosystème de la forêt et des végétaux passe avant tout par le champignon, que ce soit au début ou à la fin. Donc, ensuite, j'étais très intéressé par ce rôle des champignons que je ne soupçonnais pas. Et la deuxième rencontre avec les champignons, c'était, alors, je m'intéressais beaucoup aux suppléments alimentaires dans le cadre sportif. C'est quand j'ai fait le marathon de Paris, j'avais toute une liste de suppléments, dont un champignon dont j'avais entendu parler, qui était utilisé par les troupes d'élite anglaises, qui s'appelle le cordyceps, donc que je vais vous présenter plus en détail plus tard, et qui est un champignon qui permet d'améliorer l'endurance. Résultat de la course, j'ai fait moins de 4 heures et le lendemain, j'avais aucune crampe. J'étais en pleine forme, ce qui est assez rare après un marathon en général. Et j'avais 42 ans, donc c'est plutôt pas mal. 42 ans, 42 kilomètres en pleine forme. Voilà, pour vous introduire un peu sur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que j'ai, à travers, comme j'ai présenté cette fondation. Et je commence à faire des conférences justement pour vous amener sur ces connaissances qui sont vraiment étonnantes parce que c'est l'intérêt des champignons déjà dans la médecine de l'être humain est passionnant et vous allez voir pour l'écosystème de la nature c'est aussi quelque chose de fascinant. Alors quelques repères historiques. Les champignons sont vraiment là avant l'arrivée des végétaux. Les premiers, on a encore des estimations, mais ça va. 1 milliard d'années avant, ça me paraît beaucoup, mais en tout cas, il y avait déjà, à travers les lichens, c'est la première apparition du règne fongique sur la planète, et on va le voir, on le mesure sur des littoraux, en Alaska, notamment, il y avait des recherches, parce qu'en fait, le lichen, justement, est capable de manger de la pierre. Donc, c'est comme ça qu'on va voir qu'il y a une dégradation au niveau de la pierre, et on a pu dater, comme ça, l'arrivée des lichens, qui est une bonne technique, bien évidemment. Mais en tous les cas, on parle vraiment en général, de 420 millions d'années bien avant les plantes. Et c'est pour moi, cette perception est importante parce qu'il y a vraiment un écosystème qui est prodigieux, qui est à la fois complexe et comme on va le voir maintenant, c'est aussi la base d'une synergie qui est parfaite avec les végétaux. Alors, ce que vous voyez là, c'était les premiers champignons qui, à l'époque, pouvaient faire de la photosynthèse, parce que les champignons ne font pas de photosynthèse, et ils pouvaient mesurer jusqu'à 10 mètres de long, et ils ont retrouvé en Arabie Saoudite un fossile, et ils ont pu voir que c'était effectivement un élément fongique qui appartenait au règne des champignons. Donc, on découvre il y a toujours des nouvelles découvertes qui sont faites par rapport à notre préhistoire. Voilà, donc vous connaissez dans le règne fongique les lichens, les levures, mycélium et champignons. On estime aujourd'hui à peu près à 1,2 million d'espèces champignons qui sont sur la planète. On en a identifié à peine 5%, et il y a des estimations qui vont même à plus de 2 millions. Alors il y a vraiment il y a énormément
énormément de découvertes encore à faire. Bien évidemment, alors dans les espèces comestibles, on va retrouver à peu près 9000 espèces comestibles. Alors on va voir dans la gastronomie, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de potentiel encore. Et le règne des champignons fongiques a été différencié des plantes suite à la découverte de l'ADN en 1953. Et c'est à partir de 1960 qu'on a différencié l'ADN des champignons des plantes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ADN des champignons est plus proche de l'ADN humain que celui des plantes. Donc, ça me donne une information toujours intéressante. Là, c'est pour illustrer un peu du plus petit vers le gros. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur les champignons, c'est que vous allez avoir deux types. Ceux qui sont à lamelles, là, ceux-là, donc c'est la caractéristique, et ceux qui sont avec des spores, ce qu'on appelle des polypores, c'est-à-dire que vous voyez ces petits tuyaux et par lesquels les spores des champignons vont s'échapper. Alors après, dans la classification, pour différencier la mycologie de la mycothérapie, la mycologie, c'est vraiment l'étude des champignons. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand je suis en contact avec des gens qui sont extrêmement des vrais experts dans l'identification des champignons, ils ne connaissent pas forcément les propriétés médicinales des champignons. Donc, il y a vraiment une séparation entre les disciplines liées aux champignons. Alors, quand on parle de champignons, on parle de quoi? Parce que souvent, on a en image de ce que vous connaissez comme le champignon, parce que du champignon de Paris, mais la partie la plus importante, ça va être le mycélium qu'on retrouve sous terre. Et alors, ce mycélium est proprement fascinant, puisque tant en volume que en âge, c'est des organismes vivants qui peuvent atteindre, il y en a un qui est estimé à 8000 années, donc c'est vraiment des organismes extrêmement anciens et qui peuvent être, il y en a un qui est estimé à la taille d'un département français, c'est-à-dire que ça peut couvrir des espaces dans le sol qui sont extrêmement grands. Alors, qu'est-ce qui différencie aussi au niveau des champignons et des végétaux? C'est la structure cellulaire. Dans tout ce qui est végétaux, on va retrouver la cellulose et la lignine dans les arbres. Tous les champignons vont être constitués avec la chitine. La chitine, c'est un matériau très intéressant. Je vais le faire passer aussi pour que vous puissiez vous faire une idée. Les crustacés ou certains insectes ont une carapace en chitine. Et après la pierre, c'est un des matériaux les plus résistants qu'on va trouver dans la nature. Et extrêmement léger. Alors, c'est un champignon qui vient de Malaisie, c'est une truffe, qui s'appelle le Tiger Milk Mushroom, et qui est très connu en Malaisie et qui est utilisé pour le traitement de tout ce qui est maladie des voies aériennes. La chitine a cette particularité d'être très légère également, et on va voir que dans le domaine de la construction, ça peut avoir des propriétés très intéressantes. Alors, le mycélium, je ne sais pas si je vous ai mis d'autres images, voilà. Vous avez deux exemples. Là, c'est une plante où il y a quasiment pas de mycélium, donc vous allez voir les racines, et une plante où il y a ce qu'on appelle le mycorhize. Le mycorhize, c'est le mycélium qui travaille avec la plante. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème, je vais vous montrer après, mais vous voyez tout de suite au niveau de la croissance de la plante la différence. Et en fait, dans l'agriculture, il y a des applications qui sont très prometteuses puisque ça réduit les besoins en eau, le système immunitaire des plantes va être renforcé et on a des rendements bien plus importants. Attends, juste, est-ce que tu peux revenir pour qu'on comprenne bien sur la slide d'avant? Oui. Ce qui est à droite et ce qui est à gauche, c'est la même plante à l'origine? Voilà. Sauf que là, vous allez avoir un mycorhize, c'est-à-dire. Alors là, dis à droite ou à gauche, parce que ceux qui sont en ligne ne voient pas. Donc c'est à gauche, là, vous voyez, il y a beaucoup plus de blanc. C'est tous ces filaments que vous voyez, qui sont très fins. C'est ce qu'on appelle le mycorhize. Et en fait, il y a un échange énergétique et de minéraux entre la plante et le mycélium qui se fait à ce niveau-là. Et alors, il y a une distinction puisqu'on a un écosystème où le champignon va rentrer parfois dans le mycorhize, va rentrer dans les cellules de la plante. Donc, on a vraiment une symbiose qui est non parasitaire et qui est très intéressante. Alors, oui, parce que ce que ça voulait dire, c'est qu'en fait, dans des plantes qui ne sont pas des champignons, elles peuvent être envahies ou par du mycélium. Par les champignons, c'est ça qui... Ça peut arriver aussi. On peut avoir, c'est le cas de l'amari miel, c'est le honey mushroom en anglais,
où là, c'est un vrai problème parce que le mycélium, justement, va aller carrément détruire les arbres, etc. Donc, la plupart du temps, c'est un échange bénéfique, c'est une symbiose, on va dire, parfaite et bénéfique. Mais dans certains cas exceptionnels, il y a aussi ça va s'attaquer à la forêt, mais ça peut être aussi un rôle de décomposition avancée de certains arbres pour renouveler la totalité de l'écosystème. On n'en finit pas de découvrir sur les propriétés et la fonction du mycélium en fait dans l'écosystème. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez là un tableau qui est assez bien fait. Vous allez avoir à travers la photosynthèse des plantes ou des arbres des sucres qui vont aller, des lipides qui vont aller nourrir le mycélium, le champignon. Et le champignon, lui, va apporter de l'eau, des minéraux, du phosphore, du potassium. Alors, ce qui est intéressant, j'utilisais ça encore récemment, quand vous faites grandir cultiver un champignon sur ce qu'on appelle le substrat, vous allez avoir justement de plus en plus, le champignon va aller mettre dans ce substrat je crois que c'est le phosphore, c'est l'élément principal qui est utilisé dans les engrais chimiques. Et avec 10 kilos de substrat champignon, vous avez l'équivalent d'1 kilo d'engrais chimiques qui va être utilisé dans l'agriculture. C'est assez important parce que dans le futur, on va avoir un problème de ressources pour l'agriculture en phosphore. Et du coup, on pourra peut-être être amené à utiliser les champignons aussi de manière plus intense et productive et en plus bio dans l'industrie de l'agriculture. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans l'écosystème entre le champignon, le mycélium et les plantes, ça vient vraiment renforcer la plante. Et alors, ce qui est intéressant, on est sur des projets au Maroc ou aux Émirats Arabes Unis pour essayer de voir comment on peut développer dans le désert, recréer un mucus. Parce que l'air, l'eau, vous arrivez à les filtrer, mais quand vous avez un sol qui est pollué ou qui est stérile, c'est très dur de remettre le sol en état de marche, on va dire, pour la culture ou l'agriculture. On a d'ailleurs en France, à titre d'information, un spécialiste du sol qui s'appelle Claude Bourguignon, que tout le monde connaît en général, et qui est un spécialiste du diagnostic des sols au niveau planétaire. Alors là, j'ai pas tout traduit, mais c'est pour vous montrer un peu les différentes technologies, on va dire, et applications qui sont dérivées des champignons. Alors dans la nourriture, vous avez de plus en plus maintenant ce qu'on appelle les super aliments, c'est-à-dire que les champignons apportent toute un ensemble, on va dire, d'éléments actifs. Effectivement, vous les retrouvez sous forme de café, de chocolat, de cookies. Maintenant, on va de plus en plus de produits qui vont incorporer du champignon dedans. Alors, c'est des exhausteurs de goût. J'ai testé des poudres de champignons qui sont utilisées en cuisine et qui vont amener ce umami, ce goût japonais très spécifique. Donc, on en est encore qu'au début aussi dans les applications gastronomiques. Dans les plantes, on a bien évidemment le mycorhize. Alors, le mycorhize, ce qui est intéressant, c'est que c'est une poudre dans laquelle vous pouvez rassembler plein de champignons différents et que vous allez saupoudrer dans une cuillère à soupe dans un pot d'eau. Vous le mettez une fois avec un arbre, le mycorhize reste à vie. Il n'y a plus besoin d'en remettre chaque année. Donc, c'est tant que la plante est vivante, le mycorhize va fonctionner avec la plante. Et alors, le médecine et cosmétique, on va en parler un peu après. Je ne savais même pas qu'Yves Saint-Laurent utilise aussi déjà du reishi dans ses crèmes. Donc, c'est en train de devenir dans l'industrie des cosmétiques. Je vous montrerai après, on a des crèmes. Et alors, dans la chimie, dans tout ce qui est chimique et construction, c'est là où on a des propriétés très intéressantes parce que le mycélium peut prendre une forme qu'on lui donne si on le place que ce soit dans un sac ou dans un conteneur. Et du coup, on arrive à créer des formes, je vais vous montrer, qui sont très, très intéressantes. Alors, en reprenant un peu dans le détail, dans la gastronomie, j'illustre aussi l'intérêt économique lié aux champignons, parce qu'on a une truffe qui s'est vendue moins d'1 kilo, c'est 800 grammes pour 103 000 €, donc c'est plus cher que l'or. Et là, vous avez typiquement une recette de soupe au Japon, où vous allez retrouver du shiitake et de l'enokitake, deux champignons qui sont utilisés couramment dans l'alimentation japonaise et qui ont des vertus très intéressantes au niveau de la santé. Alors, dans les matériaux de construction, ça vous donne une idée de tout ce qu'on peut faire avec les champignons. Et alors, en plus de ça, c'est que le mycélium, c'est des filaments très très fins qui se développent très vite.
Donc ça a un intérêt, bien évidemment. Et il y a aussi l'aspect soundproofing, donc l'isolation sonore, qui est très intéressant puisque vous avez un matériau qui est bio, qui est 100% recyclable et que vous pouvez adapter dans une structure. Donc il y a de plus en plus de sociétés qui sont dans des projets comme ça de. Alors je pense qu'on n'en est pas encore à ça, on va pouvoir faire des maisons en champignons, mais au niveau artistique, ça se fait de plus en plus. Il y a des constructions temporaires qui peuvent être faites sur la base de champignons. Là, si vous regardez, vous voyez des résidus de paille. Ils vont rester un peu, mais l'ensemble est très solide. Pour ceux qui ont touché le champignon que vous avez fait passer, la truffe, vous voyez un peu la solidité. Alors, ça, c'est un aspect qui est souvent méconnu. C'est pour l'agriculture, le problème qu'on a, c'est un problème de ressources d'eau. Par exemple, j'étais au Maroc l'année dernière. Dans le sud du Maroc, vous avez énormément l'industrie du Maroc exporte énormément de fruits et légumes en Europe. J'ai remarqué au supermarché. Et là, j'ai été voir dans les statistiques, quand vous produisez 1 kilo de viande de bœuf, par exemple, c'est l'un des plus consommateurs de bœuf, il vous faut 15 500 litres d'eau. Viande de poulet, 4300, vous avez ces chiffres, je vais les donner pour une vision assez rapide. Pour 1 kilo de champignons, vous avez besoin de 8 litres d'eau. Donc le potentiel est énorme. Et nous, on était invités au Maroc justement pour développer potentiellement des productions de champignons là-bas, parce que ça, c'est aussi un aliment qu'on peut offrir à la population avec des ressources locales, de la paille, etc. Donc il y a vraiment il y a beaucoup de recherches qui va aussi dans ce sens-là. Alors ça, c'est une industrie que vous n'avez pas forcément entendu parler, mais dans la mode maintenant. Hermès a fait un partenariat avec Mycoworks, qui est une société californienne qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Et eux, justement, vont utiliser je crois que c'est aussi sur du reishi à base de mycélium. Ils ont déposé le brevet qui permet d'avoir un matériel complètement bio et quasiment aussi solide que le cuir, en tout cas avec un aspect très proche du cuir. Donc c'est très intéressant parce qu'on arrive vraiment à des produits qui vont. Et là, vous voyez le sac qui a été fait en partenariat avec Hermès. Alors, la mycoremediation, c'est cette activité qui on va tirer profit de comment le mycélium se développe dans le sol. C'est-à-dire que le mycélium va aller très rapidement pouvoir contaminer un espace déterminé, surtout si vous savez le faire pousser, entre guillemets. Et la propriété, c'est qu'ils ont tendance, le champignon qui va sortir va concentrer tous les éléments chimiques que vous allez retrouver dans le sol. Alors, quand je dis éléments chimiques, il faut savoir que chaque champignon va avoir un métal ou un produit chimique spécifique où il va y avoir une facilité d'extraction. Et par exemple, il y a eu quelques années, vous vous souvenez peut-être, il y a eu tous ces feux en Californie. Alors, qui dit feu, dit extinction et beaucoup d'eau. Et toute cette eau qui était polluée de quantité de produits chimiques, ils ont fait tout un programme en utilisant du mycélium qu'ils ont fait pousser. Et ils ont pu comme ça concentrer tous les produits chimiques dans les champignons qu'ils ont récupérés et qu'ils ont pu traiter après dans des usines spécialisées. Donc il y a vraiment je crois que j'ai vu 5 millions de sites liés à l'industrie du pétrole qui sont pollués parce que les hydrocarbures contiennent énormément d'éléments polluants. Et là, vous allez pouvoir utiliser du Coriolus versicolor, qui est en plus un champignon médicinal. Alors, vous n'allez pas le manger après, mais c'est ces fameux polycycliques aromatiques hydrocarbones qui sont très toxiques et très nuisibles à l'environnement. Et en fait, il n'y a aucun autre organisme en plus vivant qui puisse nettoyer, entre guillemets, les sols de manière aussi efficace. Il faut savoir qu'à Tchernobyl, il y a un champignon noir aussi qui stocke la radioactivité. Alors, on ne sait pas encore, j'ai pas regardé l'étude dans le détail, on ne sait pas encore si on arrive à réduire la radioactivité, mais il est possible qu'on va de nouveau être étonné par les propriétés des champignons. C'est vraiment des organismes vraiment étonnants. Donc ça, c'était au départ la définition de mycorémédiation, donc c'est remettre en équilibre les mycos avec les champignons. Alors, pour aborder le thème d'aujourd'hui, pourquoi on parle de plus en plus des champignons médicinaux? Il y a un article qui est paru dans la revue anglaise The Lancet en 1994 qui a commencé à parler de ces champignons médicinaux qui avaient des vertus thérapeutiques. Et alors, surtout dans le monde anglo-saxon, on commence à trouver à partir des années 90
des articles qui vont sortir sur les champignons médicinaux. Alors, ça nous vient d'où? Ça nous vient traditionnellement de la médecine traditionnelle de médecine chinoise, voilà. Et en fait, on s'aperçoit que les champignons médicinaux sont utilisés parfois, notamment en Chine, depuis bientôt plus de 2000 ans. C'est-à-dire qu'il y avait un traité de médecine qui existe, je crois, en 120 avant Jésus-Christ, et qui déjà mentionnait deux champignons, le reishi et le Coriolus versicolor. Donc, il y a vraiment un usage populaire de ces plantes que vous avez, de champignons que vous allez trouver au Japon, en Chine et en Corée. Et alors, depuis année de manière, puisqu'on est à Paris, j'ai regardé un peu aussi l'historique des champignonnières et du champignon de Paris, parce que dans d'autres langues, on va appeler ce que nous on appelle le champignon de Paris, on l'appelle le champignon en allemand. Et alors c'est un type d'agaricus. Il y a aussi des propriétés thérapeutiques intéressantes à tirer du champignon de Paris. Et c'était à l'époque de Louis XIV, et je crois que c'était un de ses jardiniers en tout cas, qui avait réussi à cultiver en plein air du champignon, et le Louis XIV apparemment aimait tout ça. Donc il y a eu beaucoup de cultivateurs qui ont essayé de faire pousser des champignons, et puis de là ils sont arrivés à s'apercevoir un peu par hasard qu'à travers les excréments des chevaux, et en mettant ça à l'abri je crois qu'à l'époque c'était les catacombes, on n'était pas encore dans les champignonnières traditionnelles, on avait une température stable. Or, pour pousser du champignon, effectivement, quand il fait froid, c'est pas possible. Et au-dessus de 27 degrés, c'est aussi difficile. Et en fait, quand vous avez un local souterrain, vous avez une stabilité de température qui permet aussi de faire pousser le champignon. Dans les propriétés principales, alors, c'est pour ça que j'aime bien les mettre comme ça vous permet de mieux vous rappeler les propriétés dont il faut se rappeler. C'est vraiment, ils ont un rôle sur le système immunitaire. Toute la recherche, en fait, j'en parlais un petit peu après, voilà, c'est des stimulants du système immunitaire. S'il faut retenir le mode d'action, c'est qu'ils régulent, nourrissent, détoxifient et protègent. De plus en plus, on s'aperçoit au niveau de la santé qu'il y a si on ne détoxifie pas l'organisme, il y a beaucoup de maladies chroniques qui viennent de l'accumulation de produits chimiques. Et certains champignons vont avoir une action, que ce soit au niveau des reins ou du foie. Le reishi, c'est un des champions de la protection du foie. Et tous ces champignons-là, en fait, vont avoir une tendance à restaurer l'équilibre au niveau du corps. Alors, il y a une vidéo que j'ai pas mise d'un médecin américain qui a beaucoup aussi étudié dans les années 90 les champignons, et lui s'est aperçu que non seulement ils viennent améliorer le système immunitaire et d'autres fonctions dans le corps, mais ils permettent à l'organisme de se remettre en marche, entre guillemets, dans ses capacités de guérison. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre un champignon peut-être pendant 6 mois, et après, l'organisme va de nouveau fonctionner de manière optimisée, et avoir moins besoin de stimulation de champignons pour s'auto-guérir. Donc, c'est un domaine intéressant pour la santé. Alors, voilà, une consommation régulière de champignons médicinaux nous tient en meilleure santé. Donc, si je dois vous transmettre quelque chose aujourd'hui, c'est l'intérêt de manger. Vous n'êtes pas obligé de les prendre non plus en supplément alimentaire, mais vous pouvez déjà les utiliser de plus en plus dans la gastronomie. Alors, sur les fonctions médicinales, voilà, ils sont un peu longs, excusez pour le texte, mais au moins ça vous permet de le lire assez rapidement. On retrouve vraiment, c'est des antioxydants puissants, il y a plein d'effets immunomodulateurs, et l'intérêt dans la médecine actuelle, c'est qu'ils ont un rôle extrêmement, on va dire, puissant dans le traitement des cancers. Et alors, il faut savoir, typiquement, je crois que on va en parler quand j'ai parlé du Coriolus versicolor, mais au Japon, je crois qu'il y a c'est en Chine, 12 différents types de champignons qui représentent 25% des traitements anti-cancer qui sont utilisés en médecine. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un potentiel énorme. Voilà, ce qu'il faut retenir. Alors, s'il y a quelque chose à retenir dans les éléments qui intéressent la médecine, c'est ces fameux bêta-glucanes. C'est des polysaccharides, c'est-à-dire c'est des sucres complexes. Et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement un renforcement du système immunitaire et puis de plein d'autres fonctions. Alors, je suis un petit peu limité parce que je suis pas un médecin, mais c'est toutes les découvertes qui ont été ces dernières années, c'est de voir que ces bêta-glucanes, alors vous avez alpha-glucanes, bêta-glucanes, zeta-glucanes, et selon le type de champignon, vous allez avoir différents types de ces sucres complexes.
et qui ont des actions qui vont permettre, alors justement quand on parle de super adaptogène, c'est remettre l'organisme en équilibre, avoir une plus grande capacité à combattre le stress, être en meilleure forme, avoir un impact aussi sur le sommeil. Par exemple, si vous prenez du reishi, typiquement le soir, où souvent vous allez mieux dormir, il y a vraiment on sent qu'il y a une restauration de nos systèmes vers l'équilibre et je dirais vers que toutes les fonctions du corps soient optimisées. Alors, je voulais vous montrer 2 livres. D'ailleurs, je les ai apportés avec moi parce que on a en France un médecin qui est vraiment fabuleux dans le domaine de la mycothérapie qui s'appelle Bruno Donatini et je constate qu'il est de plus en plus invité dans des émissions. Alors, il a fait plusieurs livres. Là, il vient de sortir encore un livre sur la santé dans la bouche, mais c'est très très intéressant parce que lui a vraiment, en plus, il cite beaucoup de cas pratiques dans son livre sur comment on peut traiter telle ou telle maladie avec du champignon, parfois avec aussi des huiles essentielles. Mais alors il y a un traitement qui est très intéressant parce que ça intéresse souvent les hommes à partir de la quarantaine, cinquantaine, c'est qu'on peut avoir une amélioration du volume des cheveux qui en 4 ou 5 mois va augmenter de 300%. Donc vous allez avoir un follicule qui va sortir au lieu d'un cheveu, vous allez avoir 2 cheveux et demi. Et en plus, le volume des cheveux, et au bout de 5 semaines, vous pouvez déjà sur une photo voir une amélioration. Donc, c'est vraiment fascinant. Alors, c'est du polyporus. J'ai polyporus. Je vais vous donner la liste, ne vous inquiétez pas. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est souvent, au préalable, il conseille de prendre de la vitamine D et du fer, et après de commencer le traitement avec du zinc aussi, le zinc est très important, et de la vitamine D3. Donc souvent il y a une déficience de vitamine D3 dans une grande partie de la population. Et vous rajoutez du polyporus et de la pleurone. Alors la pleurone aussi, c'est l'un des champignons, après le champignon de Paris, est le plus consommé dans l'alimentation. C'est aussi un champignon très intéressant pour beaucoup de propriétés thérapeutiques. Polypore et polypore ombellatus. Voilà. Alors, ça ne rentre pas trop dans le détail, mais alors, c'est intéressant que vous posiez la question. Vous fassiez remarquer le reishi, par exemple, dont je vais parler après. Vous allez connaître le reishi, mais il y a peut-être 200 types de reishi différents. J'ai même vu un fabricant de reishi où il contenait 7 reishi différents pour justement avoir une concentration maximale dans les produits actifs. Alors, ce qui est important dans la recherche pour étudier les vertus médicinales des champignons, c'est d'avoir des essais cliniques sur l'humain. Il y a à peu près 30 ou 35 000 études scientifiques et cliniques qui sont faites sur les champignons médicinaux. C'est en train d'exploser depuis 3 ans. C'est fascinant de voir, je vois de plus en plus d'articles qui sortent. Ce qu'on a besoin pour que le champignon, je dirais, se développe au niveau de la population et qu'il soit utilisé, il faut qu'on puisse voir vraiment les effets sur la santé et éventuellement les effets sur le long terme, sur les conséquences négatives, les fameux effets secondaires, sur le foie, le cœur, etc. Et on commence à avoir vraiment des études qui viennent vraiment démontrer ces propriétés thérapeutiques. Et donc ça, ce livre qui est en anglais, justement, est très bien fait puisqu'il recense il est quand même pas très gros, mais il est assez grand. Et vous avez énormément de références. Et sur chacun des champignons, vous allez trouver des centaines et des centaines de références, d'études qui ont été faites. Maintenant, c'est sorti de la Chine. Vous avez trouvé en Inde, en Malaisie. En Europe, ça commence à venir. J'ai trouvé quelques gens en France aussi, des universités qui s'intéressent aussi aux champignons. Donc, c'est en train de venir, mais on a besoin de continuer la recherche. Alors, je voudrais passer en revue justement quelques champignons médicinaux qui sont très populaires. Donc j'en ai pris 6. Il y en a à peu près, moi j'en connais, il y a 15 ou 16 qui sont vraiment fascinants parce qu'on peut vraiment restaurer beaucoup de conditions physiques et de maladies en combinant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de combiner la médecine allopathique avec justement la médecine alternative. Quand on parle de médecine, c'est de la médecine complémentaire, douce, on va dire, les champignons, parce que c'est une action justement qui est douce et qui va pas. Il y a tout ça de avoir très peu d'effets secondaires liés à la prise de champignons médicinaux.
Alors, le fameux reishi, donc c'est le champignon qui est le plus utilisé dans le monde en tant que champignon médicinal. C'est pas un champignon qu'on peut manger. Alors, j'ai pas un vrai reishi. Là, c'est un type d'amadouvier, je crois, celui-là. Alors ça, c'est aussi un champignon qui est intéressant parce que c'est un champignon qui était utilisé dans si vous vous souvenez de l'amadouvier, c'était utilisé pour faire les premiers briquets. Ouais. Si vous allumez ce champignon, en général, il fait un creux à l'intérieur. Et une fois que c'est enflammé, ça va se consumer très lentement. C'est-à-dire que vous avez un briquet portable pendant 2-3 jours et ça vous permet de vous déplacer, de refaire un feu parce que c'est vraiment étonnant. Vous trouvez des vidéos sur YouTube qui vous montrent ça. Et alors, il y a eu une découverte, vous vous souvenez peut-être de Otzi, l'homme des Alpes, qui avait, je crois, 3000 ans. C'était en 93, je sais plus, qu'on l'a trouvé dans les glaces au début des années 2000. Et ils ont retrouvé, donc le cadavre était presque encore en état de conservation. Et ils ont trouvé des champignons dans sa poche. Et c'était probablement ce type de champignon qui est utilisé, je pense qu'il est en train de prendre des champignons médicinaux, mais probablement pour le feu. Donc, je vous le fais passer, comme tu le vois. Ça devait être en anglais, c'est le Tinder Mushroom, mais je vais vous repasser, je crois que c'est l'amadouvier en français. Vous me pardonnerez, hein, j'ai plus ces noms en anglais. Alors, vous allez retrouver typiquement le reishi, utilisé en mycothérapie pour sa fonction anti-inflammatoire. C'est aussi un très très bon antiviral. C'est vraiment des propriétés qu'il faut garder en mémoire. C'est que vraiment, il y a certains champignons qui vont vraiment nettoyer l'organisme de certains virus. L'herpès, alors le reishi, vous allez retrouver aussi 2-3 comme ça que vous allez pouvoir utiliser pour des maladies. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un champignon, l'intérêt c'est d'en prendre plusieurs en même temps parce qu'ils vont se renforcer. Il y a des actions synergétiques entre les différents champignons médicinaux. Du coup, vous arrivez à des traitements qui peuvent être très puissants. Alors, ce qu'il faut noter en général, c'est il y a en général un effet secondaire. On va retrouver typiquement, c'est une fluidification du sang. Donc, pour les personnes âgées, vous devez faire attention si vous êtes déjà sur des médicaments, je connais pas les noms, mais qui vont avoir tendance à fluidifier le sang. Et si vous avez une épuration chirurgicale, typiquement, vous allez arrêter de prendre les champignons médicinaux 3 ou 4 jours avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque d'anticoagulation au niveau de l'opération. Voilà. Vous avez dit qu'il se mange pas, mais vous, il se... Alors, il se mange pas, du coup, il va être utilisé. Alors, il est utilisé sous forme de thé, comme le chagan, je vais parler après. C'est-à-dire que c'est, comme vous pouvez voir dans le champignon glyphosate, vous voyez, c'est très, très dur. C'est la chitine est très forte. Et alors, en général, le thé permettait déjà d'extraire, même l'autre chose va permettre d'extraire tous les principes actifs. Et maintenant, vous le mettez en poudre, c'est-à-dire qu'ils ont des machines extrêmement puissantes qui vont faire une poudre très très fine et que vous prenez comme ça directement. Et alors, quand on parle du champignon, il y a de plus en plus de produits qui ont utilisé à la fois le champignon, celui qu'on appelle le fruit, le sporiphore, en fait, qui est l'organe reproducteur du mycélium. Mais ce qui est intéressant, c'est de trouver des produits où vous avez le mycélium, parce que vous allez retrouver des principes actifs que vous aurez dans le mycélium et pas dans le fruit. Donc, et la combinaison fait que vous avez vraiment. Alors, Bruno Donatini avait dans un article dit que c'était justement seulement le mycélium qui est intéressant. Alors, je suis pas totalement d'accord parce que les deux ont des vertus intéressantes. Et alors, il y a aussi l'importance du substrat sur lequel le champignon va pousser. Typiquement, le chaga qui va retrouver dans tous les pays nordiques, hein, c'est vraiment un champignon qui vient de Russie, de Finlande. Lui, va se coller sur un arbre et va pouvoir extraire notamment la bétuline qui est dans le bouleau et que vous allez retrouver dans le champignon. Donc, vous allez retrouver les propriétés thérapeutiques de l'arbre dans le champignon et vous allez pouvoir l'utiliser. Et juste pour prolonger la question, tu as dit ça se réduit en poudre, mais après on le fait infuser ou on mange la poudre? Alors après, oui, à ce moment-là, ça se mange quand même. En général, vous allez le trouver sous forme de complément alimentaire, sous forme de gélule. J'en parlais après, les principaux modes d'administration et de consommation des champignons. Et comme vous le voyez, vous avez vraiment en combinaison avec du Coriolus versicolor et d'autres, et aussi l'Agaricus blaseimuril, dont on va parler aussi plus tard, vous pouvez vraiment améliorer des conditions qui sont vraiment très graves. Alors ça, pour les médecins parmi vous, ça va intéresser un petit peu plus, mais voilà, l'idée, c'est comment ils fonctionnent au niveau des
au niveau du corps. Dès que vous vous penchez dans l'effet et les propriétés thérapeutiques, vous êtes face aussi à des notions de chimie parce qu'il y a énormément de principes actifs. Hein. Pour le reishi, ils ont identifié 400 principes actifs dans le champignon et il y en a 150 qui sont déjà répertoriés comme ayant un intérêt thérapeutique. Donc c'est vraiment s'il faut garder une image du champignon, c'est une usine à produits chimiques favorables pour la santé. C'est vraiment, si je dois vous donner une image, c'est ça. Et j'espère qu'on va vraiment avoir un développement dans l'industrie parce que typiquement dans les chimiothérapies, non seulement ça va réduire les effets secondaires de la chimiothérapie, mais ça va renforcer en plus l'action de la chimiothérapie. C'est-à-dire que les produits chimiques de la chimiothérapie vont pouvoir être encore plus efficaces au sein de la cellule. C'est vraiment un domaine passionnant. Et pareil, je suis de plus en plus en contact avec les médecins, notamment en Allemagne. On voit maintenant des cliniques alternatives avec des médecins qui utilisent les champignons avec leurs patients. Alors, le Coriolus versicolor, celui-ci s'appelle en anglais Turkey's Tail parce que il ressemble souvent à la queue d'une dinde. Voilà. Et alors, c'est un des champignons qui est le plus recherché en termes cliniques parce qu'il contient ce qu'on appelle la PSK, la polysaccharide K. Ça, et la PSP, c'est deux types je crois, de bêta-glucans et qui sont pris soit en prévention, soit en traitement de cancer, de manière officielle en Chine et au Japon. Là-bas, les autorités sanitaires, ce qu'on appelle le ministère de la Santé, enfin les qui ont vérifié, ont approuvé des traitements qui sont issus de ces champignons. Alors, voilà, je vous ai mis le chiffre là. Ouais, on a 25,2% du volume d'agents anticancéreux au Japon. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a vraiment une base quand même solide en termes de recherche médicale derrière et sur les effets thérapeutiques de ces champignons. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà, notamment dans la chimiothérapie, vous allez avoir diminution des effets de la chimio. Parfois, vous avez des personnes qui vont pas perdre leurs cheveux alors qu'ils sont en chimio. Donc, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, et puis ça vient des champignons qui est utilisé depuis 2000 ans en Chine. Donc, il y a quand même voilà. Alors, l'éricium, alors là, ça devient intéressant parce que l'éricium, c'est vraiment fascinant. C'est un champignon qui pousse aussi en Europe. Hein. Tous ces champignons-là, vous pouvez les retrouver dans la forêt. Le pomme-pomme champignon, le crinière de lion. Et alors, celui-là a une faculté absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il va remyéliser la myéline autour des neurones. Et alors, il y a déjà des études qui ont été faites, il y a des études en cours, mais l'intérêt, c'est bien évidemment pour toutes les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, mais vous allez avoir des améliorations dans des cas d'autisme aussi. Et alors, donc, il y a vraiment un impact. Et alors, cette fameuse, de nouveau, on va les retrouver au niveau du mycélium et du champignon, ces fameux érinacines B et C. Le nom s'appelle l'Ericium erinarus. Et c'est ces éléments chimiques qui vont avoir un intérêt vraiment dans le traitement de maladies neurodégénératives, hein, réduire la neurotoxicité causée par les amyloïdes. Et alors, ce qui est intéressant, comme tous ces champignons, c'est qu'ils ont un champ d'action extrêmement large. J'ai eu l'occasion, pour tout ce qui est, je dirais, ils vont avoir un rôle de prébiotique au niveau du système digestif. Donc, vous allez pouvoir aussi remettre de l'équilibre au niveau de l'intestin. J'ai eu l'occasion de recommander ce champignon avec d'autres champignons pour les gens qui se plaignaient de maux de ventre depuis des années. Et parfois, si vous avez un produit de bonne qualité, en 10 jours, vous allez déjà avoir une amélioration notable au niveau de votre ressenti, de votre confort, au niveau de la flore intestinale. Donc, il y a vraiment, alors c'est aussi de nouveau un antivirus puissant. Alors, un effet qui est très intéressant au jour d'aujourd'hui, c'est par rapport au déficit d'attention. J'ai eu récemment un psychiatre en Suisse qui m'envoie un de ses patients qui voulait justement le problème d'attention, et je lui ai recommandé ce champignon. Et au bout de quelques semaines déjà, il notait une amélioration en termes de concentration. Voilà. Donc il y a vraiment un effet très très intéressant.
Et c'est aussi un champignon que vous allez pouvoir utiliser pour le traitement de certaines addictions légères. On pense au tabac et à l'alcool. Alors, bon, ça marche peut-être pas de manière encore 100% efficace, mais ça peut aider certaines personnes déjà pour s'arrêter de fumer. Intéressant aussi, c'est dans les allergies. Vous avez, typiquement, c'est le rhume des foins. Vous allez prendre de l'éricium avec du reishi. Le reishi, ça marche très bien. Et vous allez avoir des gens qui peuvent vraiment souffrir parfois au printemps du rhume des foins, qui vont plus rien sentir. Mais il faut le prendre un petit peu à l'avance. Mais c'est vraiment étonnant. Et alors, on observe beaucoup de ces propriétés. On peut voir les réactions chimiques, mais on n'est pas encore capable d'expliquer totalement les mécanismes d'action de ces champignons au niveau de l'organisme, parce que c'est vraiment on est vraiment de la chimie complexe, mais toute la recherche qui arrive est vraiment passionnante. Donc, je vous invite à vraiment suivre les vidéos de Bruno Donatini, parce que là, vous avez vraiment un médecin qui va vous parler plus en détail, de manière probablement plus claire sur certains aspects médicaux que je fais. L'éricium, c'est la crinière de lion. Voilà, c'est ça. L'éricium, c'est la crinière de lion. Alors, le chaga, pour moi, c'est un des champignons préférés. Il nous vient de Finlande et vous allez le trouver dans toutes les forêts qui sont au niveau du cercle arctique. Je vais vous faire passer, vous allez le voir. Et ça ressemble souvent, vous voyez là, alors il pousse quasi exclusivement sur du bouleau. Donc vous allez le trouver, et c'est pas forcément un parasite, il contribue aussi à l'équilibre de l'arbre. Alors pareil, de nouveau, quand vous allez chercher un chaga, il faut le prendre sur un arbre d'un certain âge. Il y a tout un équilibre et ça prend énormément de temps à pousser. Il y a des chagas, je crois, qui peuvent durer jusqu'à 80 ans sur l'arbre, et après l'arbre aussi arrive en fin de vie. C'est un des plus puissants antioxydants que vous allez pouvoir prendre. Alors, il a un avantage énorme, c'est que celui-là, vous pouvez le prendre sous forme de thé, et il a un très bon goût. Et il y a un Finnois, c'est ça, Finlandais, ouais, pardon, Finlandais, qui a lancé une marque, je vais la prononcer enfin, une marque de suppléments alimentaires, mais qui est partie sur le chaga, parce qu'il connaissait le chaga, et il a fait des sachets que vous utilisez pour remplacer le café, et sa société continue d'ailleurs de très très bien marcher aux États-Unis, et puis il y a publié un livre aussi sur les champignons médicinaux, climatique. Parce que lui connaissait le chaga et il s'est dit je vais apporter ça aux gens parce que ça peut être une boisson très intéressante pour remplacer le café, et c'est qu'est-ce qu'il faut noter? Alors, c'est aussi un champion pour nettoyer tout le tube digestif. En Russie, il est utilisé officiellement par la médecine pour tout ce qui est gastrite, tout ce qui est ulcère, etc. Vous pouvez avoir des améliorations vraiment étonnantes. C'est aussi, alors ça on peut l'utiliser aussi en crème. Donc, maintenant nous on a un producteur qui fait des crèmes pour la peau avec du chaga. C'est aussi un propriété anti-vieillissement, et ça a été aussi utilisé au départ dans les prix d'utilerie en tant qu'antiseptique, c'est-à-dire qu'ils mettaient le chaga dans le feu et ils faisaient entre guillemets cuire un petit moment parce que ça brûlait pas tout de suite, et après ils se dissolvaient dans l'eau et c'était utilisé pour nettoyer les bébés ou les blessures légères. Donc ça a un rôle antiseptique. Alors, ce qui est intéressant à noter, parce que les Chinois sont les spécialistes dans la production de champignons, des champignons médicinaux. Vous savez que rien que pour les champignons de Paris, ils ont à peu près 30% du volume mondial de champignons de Paris, qui est passé de Paris à Pékin. Voilà. Mais et alors ils sont très bons, hein, mais avec le chaga, il a besoin d'un choc thermique à moins 40, enfin autour de ces températures-là, pour pouvoir commencer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un choc en réaction pour que le champignon commence à sortir des propriétés thérapeutiques intéressantes. Donc, si vous pouvez arriver à le faire pousser en mode industriel, vous allez couper du boulot et couper du boulot, mais vous allez avoir un chaga avec très peu de propriétés et de molécules de principe actifs. Donc, il y a vraiment chaque champignon. Alors, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un champignon, c'est plus une sclérote, hein, c'est-à-dire que ça se développe comme ça. Et alors selon à l'intérieur, vous avez différents composants chimiques, mais l'écorce aussi autour va avoir des composants chimiques différents. Et alors comme il y a de la chitine dedans et parfois c'est bloqué dans la chitine, vous allez chercher de préférence à acheter des produits où il y a ce qu'on appelle une double extraction, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'eau chaude et aussi de l'alcool qu'on va ensuite enlever pour pouvoir faire en sorte que tous les principes actifs du champignon et les bêta-glucans
soit disponible quand vous le prenez sous forme de supplément alimentaire. Très bon pour le cœur. J'essaie de ne pas oublier de vertu de ce champignon qui est vraiment étonnant. Aussi une action sur la flore intestinale qui est très très bénéfique. Voilà, donc maintenant il nous vient principalement de Russie. C'est là où est la Finlande. Voilà. Alors voilà, c'est vrai que j'avais oublié quelque chose de très important. Vous pouvez traiter des cancers de type 2. Alors ça, plus c'est pris tôt, bien évidemment, mieux ça marche. Diabète, oui. C'est la fatigue. Le diabète, voilà. Et ça m'a fasciné parce que pour moi, j'ai toujours regardé sur l'image qu'un diabète, c'est très dur à traiter. Et là, vous avez vraiment des améliorations significatives. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites en Russie sur l'utilité du chaga par rapport au diabète. Et alors, c'est aussi, alors ce que je ne savais pas, c'est on porte des virus, y compris dans la bouche. Et alors, si vous avez aussi ce problème au niveau des gencives, c'est-à-dire qu'à partir de la quarantaine, vous allez avoir sous la pression des bactéries et des virus, chez certaines personnes, les gencives qui vont remonter. Les gums, ça on dit en anglais. Ouais. Voilà, merci, je cherchais une parodontie. J'étais pas sûr. Et en 6 mois, vous prenez le thé de manière quotidienne, vous allez pouvoir déjà avoir une amélioration de la parodontie. Donc c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que à chaque niveau du tube digestif, vous allez retrouver un champignon qui va pouvoir faire quelque chose de bénéfique pour l'organisme. Alors, bien évidemment, j'ai pas cité dans le détail, mais vous allez avoir des champignons qui vont produire des vitamines, de la niacine. Il y a plein de composants vraiment importants pour l'organisme, qui vont y compris du zinc. Et alors, un élément que j'ai oublié de vous mentionner, parce que dans l'industrie alimentaire, il y a de plus en plus maintenant de startups qui se lancent là-dedans. C'est-à-dire que vous arrivez à un niveau de concentration de protéines que vous trouverez dans aucun autre végétaux. Et là, ça devient intéressant parce que c'est des protéines avec des effets en plus bénéfiques. Et maintenant, on arrive même à des composés à base de champignons où il y a plus de protéines que dans de la viande. Donc, c'est une petite révolution qui est en cours. Et il y a beaucoup de startups, on en a rencontré quelques-unes qui se lancent là-dedans avec l'idée de faire ces fameux. Et l'idée, c'est d'avoir, quand vous essayez de remplacer la viande, c'est pas uniquement, c'est vraiment une texture, c'est un goût. Donc, et on arrive de plus en plus maintenant avec des produits qui sont très très intéressants pour l'alimentaire. Voilà. Alors, on arrive au cordyceps que j'avais déjà évoqué. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a vraiment, alors, de ce que j'ai compris, c'est que vous allez avoir une amélioration au niveau du métabolisme et de la production d'énergie des cellules. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous prenez un cordyceps, c'est pas comme un café. Il faut vraiment attendre plusieurs semaines. En général, je recommande de prendre 3 semaines à l'avance. Si vous faites de la haute montagne, par exemple, vous allez avoir beaucoup plus de récupération aussi au niveau pulmonaire. Donc, c'est vraiment un champignon qui est très intéressant. Alors, il a fait aussi les news, je crois que c'était je me trompe peut-être de l'année, c'était en 91, il y avait une équipe, c'est des Jeux à Pékin, c'est pas des Jeux olympiques, et où les athlètes se prévalaient d'avoir gagné en ayant pris du cordyceps. Effectivement, c'est un champignon qui peut améliorer la condition physique. Il y a plusieurs propriétés. Je les liste là parce que ça vous permet aussi d'avoir un peu au visuel un peu des différentes propriétés et de prendre des photos. Très intéressant, vous avez une action détoxifiante aussi sur les reins. C'est aussi très utilisé pour ce qui est maladie des poumons, traitement de certaines maladies des poumons, l'asthme, Covid-19. Vertu aphrodisiaque aussi. Alors historiquement, alors ça aussi j'ai oublié de le mentionner, mais l'anecdote est très intéressante. C'est un champignon au départ qui va coloniser un insecte. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de développer des molécules chimiques qui vont être après utilisées dans le transfert d'organes, justement pour pouvoir aider l'organisme à assimiler un corps étranger dans le corps. Et ça vient en partie de certains composants chimiques qu'on a trouvés dans le champignon, parce que c'est-à-dire qu'il transforme l'insecte et l'insecte ne va pas rejeter le champignon. Donc il y a vraiment une prise de contrôle, on va dire, de l'insecte. Alors, un des spécialistes du champignon, qui est de plus en plus connu, qui s'appelle Paul Stamets, a trouvé ce système, par exemple, pour se débarrasser de termites en une seule fois. C'est-à-dire que il suffit d'une spore de champignon qui va coloniser un groupe de termites, et après,
Et après, ça va s'étendre à toute la colonie. Et en quelques semaines, toutes les termites sont mortes, y compris dans les endroits où on va pas forcément aller les chercher, et sans aucun produit toxique qui soit utilisé. Donc il y a vraiment, on pense même nous dans le futur qu'il y aura des armes organiques bio, on va dire, qui pourraient aussi, par exemple, s'attaquer aux organismes génétiquement modifiés. Par exemple, la plupart des bananes qu'on trouve sur le marché sont souvent génétiquement modifiées. Et tous les 5 ans, vous allez avoir des problèmes parce que la nature, il va y avoir de nouveau des moisissures qui vont attaquer les bananes. Donc, ils sont constamment obligés de trouver des nouvelles formules. Et on pense que le champignon vient s'attaquer spécifiquement à ce genre d'organisme. Et il y aura peut-être, ça sera beaucoup plus facile d'ailleurs d'éliminer organismes génétiquement modifiés et de remettre des organismes non modifiés. Alors, oui, je mentionnais aussi les précautions, c'est-à-dire que il y a certains champignons comme ça qui peuvent vraiment fluidifier très fortement le sang. Donc c'est pour ça il faut faire un petit peu attention. Je n'ai pas encore mentionné, c'est aussi des champignons qui vont avoir un rôle sur les hormones. Donc là, j'ai pas évoqué, mais si vous prenez justement le polyporus, vous allez avoir un rétablissement, c'est-à-dire qu'il y aura une action qui va rééquilibrer certaines hormones. Donc ça peut être intéressant pour la perte de poids, un champignon que vous allez utiliser vous avez un problème de rétention d'eau, vous allez pouvoir le prendre et comme ça perdre de l'eau. Alors de nouveau, je résume de manière très vulgaire parce que je ne suis pas médecin, mais c'est pour vous donner tous les domaines d'application de ces champignons et des années assez larges. Alors, l'agaric du Brésil, le champignon du soleil, j'avais donné une conférence sur les champignons au Brésil et j'arrivais pas à me souvenir du nom en brésilien, et en fait le cogumelo del sol, c'est le champignon du soleil. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce champignon a besoin pour le coup de soleil pour grandir. Et le soleil va produire de la vitamine D, c'est-à-dire qu'il y a une réaction, si vous mettez le champignon avec une lumière UV du soleil, il va en plus produire de la vitamine D. Et alors, ce champignon, c'est un des champignons où vous allez trouver la plus haute teneur en bêta-glucane. Et alors, c'est un chercheur japonais qui était dans la région, qui s'est aperçu, c'était une 50aine d'années, dans un village de Sao Paulo, il n'y avait aucun cancer, les gens étaient en très bonne santé. Donc, il s'est intéressé au régime alimentaire des personnes sur place. Et il s'est aperçu que dans leur repas quotidien, il y avait ce fameux Agaricus blasei limuril, l'agaric du Brésil, et qui vient effectivement rencontrer, alors en type de prévention du cancer, il n'y a pas mieux, mais vous allez retrouver en combinaison effectivement en mycothérapie pour le traitement de certains types de cancers, on va dire de manière complémentaire à la chimio, et ça va effectivement, ce qu'on fait, c'est toujours renforcer le système immunitaire, mais aussi combattre la maladie, et puis bien évidemment remettre de la vitalité, parce que comme vous savez, dès que vous êtes dans ce type de maladie de traitement, c'est très épuisant pour l'organisme, et vous allez avoir des gens qui vont avoir quand même une meilleure vitalité et mieux supporter leur traitement. Mais ça, c'est vraiment un des champions en termes de bêta-glucans. Et c'est un champignon qui est très bon à manger, que vous allez avoir des arômes d'amande. Donc, on peut même imaginer dans le futur d'avoir des glaces aux champignons avec un goût d'amande. Donc, très aromatique. Voilà. Sur des pathologies virales aussi, vous allez avoir des améliorations des symptômes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore savoir si ça va vraiment traiter, mais on a des améliorations du symptôme dans les cas de sida, sur des hépatites, etc. Mais pareil, tout ce qu'il faut garder en tête, c'est que le reishi, typiquement, il a vraiment un rôle hépatoprotecteur au niveau du foie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, voilà, détoxifier aussi les reins. Maladie Hashimoto, régulateur thyroïdien, voilà, et maladie de Lyme, piqûre de tique. Alors, maintenant, on va sortir un peu des champignons médicinaux traditionnels et évoquer ce qui se passe actuellement, parce que c'est une véritable petite révolution de ce qui se passe dans le domaine de ce qu'on appelle les champignons hallucinogènes, champignons magiques. La recherche aux États-Unis s'est intéressée depuis quelques années de plus en plus au potentiel de
ces champignons pour le traitement de la dépression. Et là, on est vraiment en face d'une petite révolution parce que en termes de principes actifs, on s'aperçoit que c'est la psilocybine, hein, c'est le composant actif des champignons magiques, révèle plein de secrets de potentiel thérapeutique pour le traitement de la dépression et d'autres d'ailleurs types de conditions conditions malignes, mais avec vraiment des potentiels de guérison très intéressants. Et alors, il y a deux types qui sont en train de se développer, c'est-à-dire que vous avez dans les essais cliniques, je crois qu'il y a à peu près 120 études cliniques vraiment poussées qui sont en cours pour justement analyser les effets potentiels de ces champignons magiques pour le traitement de la dépression, mais vous allez avoir des gens qui en une session vont avoir une amélioration massive de leur état psychologique. Donc, c'est-à-dire dépression, anxiété, voilà, et puis qualité de vie surtout. Donc, on va dire que c'est un renouveau parce que il y a tout un mouvement lié au psychédélique qui vient des États-Unis et du Canada. Le Canada est probablement aussi un des pays le plus avancés parce que vous allez retrouver maintenant énormément de sociétés qui déjà sont dans ces marchés-là avec des produits qui existent. Et c'est vraiment un domaine fascinant. Alors là, je vous ai mis Non, juste avant, qu'est-ce que tu appelles une session? C'est une prise? Voilà, une prise. Alors, l'idée, vous avez un reportage. Alors, pour ceux qui regardent les documentaires en anglais sur Netflix, vous avez un reportage qui a été avec le docteur Karat Harris en 2018, qui montrait justement. Alors, l'étude n'a pas pu être poussée jusqu'au bout. Il y avait quelques patients qui étaient suivis et qui encadraient justement de manière médicale l'utilisation de la psilocybine et de l'amélioration de conditions de patients avec des états effectivement dépressifs avancés. Et alors, ce qui est intéressant au niveau moléculaire, c'est que vous allez retrouver, là, je vous ai mis la molécule de la psilocybine en haut, et en bas, c'est la sérotonine, qui est un neurotransmetteur très important. Et donc, il y a vraiment une similarité très proche de la sérotonine. C'est pour ça qu'il y a aussi c'est des molécules qui vont passer au niveau de la barrière encéphalogramme. C'est blood barrier en anglais, mais je ne sais plus en français. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis très en contact avec beaucoup de barrière encéphalique. Vous avez de plus en plus en Europe de thérapeutes, de médecins qui veulent travailler avec ces substances. Je pense notamment à la Suisse où il y a possibilité déjà d'utiliser certains psychédéliques pour pouvoir travailler de manière légale avec des patients pour le traitement de la dépression ou des conditions psychologiques. Et je pense qu'il va y avoir une petite révolution grâce à la psilocybine. Alors j'ai une citation de Stanislas Grof. Alors Stanislas Grof, c'est un chercheur qui dans les années 50 avait travaillé avec le LSD. Suite à l'interdiction du LSD, il a développé une méthode, ce qu'on appelle la respiration holotropique, où il pouvait déclencher des états, je dirais, similaires à un état sous prise de psychédélique, des états de conscience modifiés, voilà, pour être exact, et continuer finalement à faire un travail de thérapeute en utilisant des états de conscience modifiés. Et lui estime que justement les substances psychédéliques sont à la psychiatrie ce que est le microscope à la biologie et le télescope à l'astronomie. C'est vous dire le potentiel qu'il y a aussi en termes dans tout ce qui est psychiatrie et psychologie. Mais déjà dans les années 60, il travaillait avec la psychologie, voilà. Oui, alors voilà. Avec Staline et tout ça. Non, alors il y a eu énormément de recherches qui a déjà été faite à l'époque sur le LSD, moins sur la psilocybine, c'est vraiment axé sur le LSD. Et effectivement, suite à l'interdiction, c'était début des années 70, que toute la recherche a été arrêtée, mais on y revient. Alors ça, c'est un article que j'avais trouvé, c'est une date de 2011. Pour introduire un champignon qui est absolument fascinant, l'amanite tumouche. Et vous voyez que déjà en 2001, ils sont intéressés, voilà, particulièrement toxique. Alors nous, on pense que c'est toxique pour nous, mais c'est surtout toxique pour des cellules cancéreuses et nouveau composé naturel. Alors, on appelle l'amanite tumouche, en anglais c'est Amanita muscaria ou fly agaric. Pourquoi on parle de mouche? Parce qu'en fait, il était utilisé dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est, traditionnellement. On le mettait à mariner dans de l'eau, et en fait, ça attirait les mouches, ça les tuait pas, mais elles avaient tendance à s'endormir. Donc après, elles tombaient dans l'eau, et bon,
Voilà, c'était fini. Donc, ça a été vraiment une médecine traditionnelle, je dirais, à la maison pour se débarrasser des mouches. Voilà. Donc, c'est pour tout son nom, Amanite tue mouche. C'est derrière. Pousser un petit peu voilà, on voit le texte. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis actuellement, il y a énormément d'initiatives aussi commerciales pour utiliser le potentiel de, je dirais, toutes les substances psychédéliques qui existent. Et j'ai déjà une entreprise qui est cotée en bourse, qui a déjà lancé un produit sur la Manita muscaria. Alors, ce qu'il faut savoir, ça, c'est un des rares champignons que vous ne pouvez pas cultiver. C'est-à-dire qu'il faut aller le chercher en forêt. Et parce qu'il y a besoin de l'écosystème de la forêt pour pouvoir grandir. D'ailleurs, dans le domaine culinaire, vous allez retrouver le matsutake, qui est un champignon japonais qui vend jusqu'à 2000 € le kilo et qu'on peut pas cultiver, en fait. Il y a vraiment des champignons comme ça qui ont besoin de l'écosystème de la forêt. Celui-ci en fait partie, un peu comme le chaga d'ailleurs. Le danger que vous avez, c'est que les champignons sont vraiment des éponges à produits chimiques. Donc, quand vous allez chercher ces champignons dans des pays où c'est pollué, par exemple, on est encore, j'en parlais avec une spécialiste de la sécurité alimentaire en République tchèque. Elle m'expliquait, vous trouvez encore en Allemagne, le mycélium va être encore contaminé suite à la catastrophe de Tchernobyl, et vous avez interdiction de ramasser et de manger des champignons. On a eu le problème en France aussi parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des sangliers qui, comme ils mangeaient beaucoup de champignons, avaient un taux de radioactivité bien au-delà des limites autorisées. Donc, attention aussi quand vous allez manger des champignons, etc. Donc, je sais que les meilleures entreprises qui vont vendre des suppléments alimentaires, alors ça, c'est pas vendu encore en supplément alimentaire, mais vous devez quand même faire en sorte qu'il y a des tests qui soient poussés. En général, il y a 300 éléments chimiques potentiellement nuisibles à la santé que vous allez demander à des laboratoires biologiques qui vont aller chercher ça pour être sûr que vous avez un produit qui est propre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur celui-ci? Alors, là où ça devient très intéressant, parce que il y a eu un médecin russe qui a publié un livre il y a 1 an ou 2. Il vit en Californie depuis 20 ans et il a ouvert un channel Telegram en Russie. Elle a décidé de publier un livre en anglais sur des témoignages de gens. Alors, bien rencontré à Moscou un mycologue, un spécialiste de champignons. Et alors, j'ai appris des choses très intéressantes. C'est-à-dire, pour nous, on a l'image d'un champignon qui est toxique, voire mortel. Alors, ça veut dire quoi? Déjà, il n'est pas mortel. Il y a très, très peu de cas où les gens sont morts. Et quand c'est arrivé, c'était il y a 100 ou 120 ans. C'est arrivé dans un panier où il y avait probablement d'autres champignons et on ne sait pas qui a mangé quoi à la fin. J'en ai déjà mangé en petite quantité. Alors, on retrouve le précepte de Paracels qui disait la dose fait le poison. Alors l'intérêt de ce type de champignon, c'est-à-dire que si vous prenez la bonne dose, vous allez avoir un intérêt thérapeutique colossal. Et je pense que ce champignon, on va entendre parler de plus en plus. Pour le traitement des addictions, il y a des gens alcooliques qui se sont arrêtés du jour au lendemain sans effort. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel pour le traitement des addictions. Donc nicotine, alcool et cocaïne qui semblent être un fléau de plus en plus répandu dans notre société. Or, ce type de champignon aurait vraiment un potentiel énorme pour aider les gens à retrouver aussi l'équilibre psychique par rapport à des substances qui sont beaucoup plus nuisibles que le champignon. Et donc voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont noté que dans les sports de combat, en prenant ce type de champignon, vous avez plus de réflexes et plus d'endurance physique. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter au niveau de sa toxicité? Je peux pas dire que non plus c'est pas toxique. Vous avez 2 composants actifs, qui sont l'acide iboténique, qui est une substance qui va venir stimuler, mais trop stimuler le système nerveux. Donc, si vous en prenez trop, effectivement, vous allez avoir tous ces effets secondaires, vomissements, etc., mal de tête, etc. Ça vous fait penser à quelle substance? L'alcool. L'alcool, c'est pareil. Si vous prenez trop d'alcool, vous allez vomir. Alors, c'est plus le foie qui va réagir, mais pour le foie, c'est aussi un poison. Donc, on retrouve des substances qui, temporairement, effectivement, vont être difficiles à digérer parce qu'il y a un effet pour ce champignon sur le système nerveux central, mais c'est pas un effet toxique permanent, par exemple, sur le foie. Dans tout composé principe actif que vous utilisez dans le domaine de la santé, vous regardez toujours
si le foie va détoxifier, le foie c'est l'organe principal de la détoxification, si l'organe est pas impacté négativement par une substance chimique. Donc ce champignon-là vient stimuler le système nerveux central. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous le ramassez, il est tout de suite fait sécher. Et le simple fait de le sécher entre 60 et 70 degrés va transformer l'acide hypoténique en mousquimol. Et le mousquimol, c'est on va dire un composant chimique qui va aller agir au niveau des récepteurs GABA. Et les récepteurs GABA, c'est des secteurs qui ont des récepteurs au niveau du cerveau qui vont avoir tendance à calmer. Donc c'est un champignon qui va justement avoir un impact justement au niveau de l'anxiété et de manière très très intéressante. Donc j'espère qu'on va avoir des recherches vraiment sérieuses. Nous on est en contact avec une clinique privée en Suisse ou avec des médecins très avancés dans le domaine de neurochirurgie, neuroscientifique, qui veulent vraiment neuropsychiatrie aussi, qui sont très très intéressés pour développer des études pour voir jusqu'où on peut aller pour des traitements de pathologie, que ce soit sur la base de champignons et d'autres d'ailleurs. Alors voilà, c'est pour illustrer le fait que vous voyez, ça sort déjà aux États-Unis. Donc vous avez trouvé un extrait d'Amanita muscaria. Simplement, dans celui-ci, par exemple, ils se sont assurés que tout l'acide hypoténique est transformé en mousquimol, justement, pour qu'il soit beaucoup plus facile. Alors pour moi, l'intérêt est quand même limité, parce que si vous voulez vraiment, c'est un équilibre subtil à trouver entre l'acide hypoténique pour avoir un côté stimulant. Sinon là, vous allez certainement avoir un produit qui va être bien pour vous calmer, etc. Et probablement pour le traitement de l'angoisse, mais l'avantage aussi, c'est que vous pouvez avoir un côté stimulant. Et alors, je pense que ça, c'est la recherche qui va pouvoir nous le démontrer. La posologie, comment vous le prenez, aura des effets différents, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour améliorer le sommeil. Il y a des gens qui ont noté des améliorations pour le sommeil. Alors c'est un champignon aussi que vous allez pouvoir utiliser sous forme de crème. J'ai eu des témoignages sur des blessures physiques au niveau musculaire qui pourraient être traitées avec ce champignon sous forme de crème avec une guérison ultra rapide. Pareil, les champignons vont aussi pouvoir traiter des maladies fondiques. C'est-à-dire vous pouvez retrouver par exemple les champignons que vous avez sous les pieds. Il y a en général un champignon médicinal, le shiitake, que vous allez pouvoir utiliser en supplément alimentaire. Avec ce type de champignons, sur un mois, des personnes disaient qu'ils avaient pu nettoyer vraiment des maladies de peau, des champignons comme ça qui partaient pas. Donc c'est vraiment, alors, on est vraiment au tout début de nouveaux territoires pour moi, mais je vous les évoque parce que c'est un peu ce que j'essaie d'amener, c'est de montrer qu'il y a tout un potentiel qui a besoin d'être exploré et qui va l'être parce que c'est quand même une société qui est cotée en bourse aux États-Unis qui lance ce type de produit. Alors voilà, comment les consommer? Donc j'ai déjà évoqué dans le cas du chaga, le thé, en crème, en gélule et bien évidemment dans la gastronomie. J'ai été il y a quelques années à une conférence sur les champignons alimentaires et c'est un marché qui est en pleine croissance, à peu près 10% de croissance par an. D'ailleurs, il faut savoir que je crois que 80 à 85% des champignons viennent de Chine, dans une qualité, dans un volume certain, mais pas dans une qualité certaine. Et nous, ce qu'on voudrait au niveau j'en parlais après au niveau de la fondation, c'est créer des standards européens pour que justement il y ait une qualité au niveau des suppléments alimentaires qui sont vendus, puisque si on doit parler, il y a un vrai buzz au niveau de tous les gens qui s'intéressent dans les suppléments alimentaires, ce qu'on appelle le biohacking, c'est-à-dire retrouver vitalité et santé à travers les aliments. Mais si vous n'avez pas les principes actifs en quantité suffisante, vous allez payer cher un produit qui finalement n'a peu ou pas d'effet. Et alors, si on veut que ça se développe dans le domaine de la médecine, les médecins ont bien évidemment besoin d'avoir des produits qu'ils peuvent recommander en sachant que derrière, il y a une qualité. Nous, on essaie par exemple, de fixer un taux minimum de bêta-glucans qui soit vérifié dans les produits que vous achetez. Parce que vous allez avoir, par exemple, 30% polysaccharides. Bah oui, mais si c'est d'amidon, c'est un polysaccharide. Donc, ce qui est important, c'est bêta-glucans et pas polysaccharides. Donc c'est les petits détails que je vous donne, mais tout ça c'est pour vous donner quelques repères. Voilà. Et puis maintenant il y a même du chocolat. Vous pouvez mélanger du cordyceps dans du chocolat et d'autres champignons. Ce que je mentionnais, voilà, au niveau de la production aussi, c'est pareil.
qui est important, c'est de savoir sur quel type de substrat ça va pousser. Hein. Ça peut aller du blé, ça peut être du riz. Il y en a qui même font ça. J'ai une entreprise qui faisait avec du café. Donc l'idée, c'est de recycler le café pour faire pousser du champignon. Vous l'avez mangé. C'est intéressant, mais vous n'allez pas avoir c'est pas forcément le meilleur substrat. Ce qu'il faut, c'est qu'au niveau des suppléments alimentaires, c'est d'avoir vraiment un champignon qui va être poussé sur un certain type de substrat pour vraiment en extraire les meilleures propriétés thérapeutiques. Voilà. Et alors, pareil, en fonction de votre âge, par exemple, si vous prenez du chaga, vous allez devoir augmenter. En général, c'est 1,2 grammes, donc ça fait plusieurs gélules par jour, à partir de 40-50 ans pour avoir les effets pour certains types de traitements que vous souhaitez faire avec ce champignon. Parce qu'avec l'âge, effectivement, on a besoin de prendre des quantités un peu plus importantes. Alors, voilà, je reviens. Alors, entre-temps, Bruno Donatini, le médecin français dont je vous ai parlé, a sorti maintenant sous son vrai nom champignons comestibles, et je vous invite vraiment à aller, si vous voulez vraiment aller dans le domaine, on a vraiment la chance en France d'avoir vraiment un médecin qui est épatant, très clair, dans le domaine des champignons médicinaux, avec beaucoup de cas pratiques. Je n'ai pas voulu aller trop dans les détails, mais dans ce type d'ouvrage, vous allez avoir un éventail de traitements de maladies que vous ne pouvez pas imaginer. C'est vraiment fascinant. Donc, profitez-en. Ça, c'est aussi aux éditions Jonglaises. Alors, c'est un livre qui est paru en anglais, qui est fait par deux Chinois qui vivent en Australie. Et c'est très très bien parce que ça vient résumer un peu tout ce que je viens de vous dire, différentes applications des champignons avec de très très belles photos. Donc je le recommande, vous pouvez peut-être le trouver à la FNAC ici. Alors moi, si vous avez d'ailleurs, il y a une quantité d'ouvrages qui sortent sur les champignons qui est vraiment fascinant. Merlin Sheldrake, vous en avez peut-être entendu parler, lui a fait beaucoup de recherches aussi sur le mycélium, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que dans le développement urbain, ils se sont aperçus qu'on pouvait, en utilisant la topographie en 3D d'un lieu, ils avaient poussé un mycélium, et le mycélium, en 2 jours, allait recouvrir toute la surface et permettre de savoir et de créer tout naturellement une optimisation de toutes les voies de communication. Et ils ont appliqué ça sur des villes pour voir qu'effectivement, retrouver les mêmes axes principaux, etc. C'est très, très intéressant. Et en fait, plus dans son livre, il explique que plus on étudie champignons, plus ça aussi reflète sur des choses qui viennent nous toucher en tant qu'être humain. C'est très, très intéressant. Beaucoup de recherches, par exemple, on s'est aperçu que le mycélium pouvait avoir de la mémoire. C'est vraiment intéressant. Dans les meilleurs ouvrages que j'ai Christopher Hobbs, qui est en anglais, mais qui est très, très bien fait. Celui-là est assez récent en plus. Mais vous allez avoir de plus en plus d'ouvrages qui sortent. Alors moi, je connais personnellement Philippe Ravensburg, qui est un spécialiste allemand. C'est un livre qui est en allemand, mais alors qui est très très bien fait aussi. Vous avez un livre qui est paru il y a quelques années en français, Robert Hofrichter. Donc vous allez souvent retrouver des noms. Il y a vraiment dans le monde germanique et Europe de l'Est vraiment beaucoup de traditions liées aux champignons. Moi, j'avais vécu en Russie. C'est vrai qu'une des activités le week-end, c'était d'aller cueillir des champignons. Donc c'est vraiment rester c'est des traditions qui sont très établies. Mais ce que j'ai lu encore récemment, c'est qu'il y a 200 ans en arrière, avant l'industrialisation, il y avait énormément de truffes aussi autour de Moscou, ce que je savais pas, j'aurais pas pensé qu'il y avait des truffes. Et les truffes peuvent aussi se développer dans des milieux arides et vont aider aussi pas que les truffes, mais les formes de truffes en tout cas, parce qu'il y a d'autres champignons comme ceux que je montrais là, le tiger milk mushroom, qui vont aussi aider les plantes dans des milieux arides. Et j'ai une fois eu l'occasion de rencontrer un Touareg et il me disait, dans le désert, il y a des champignons qui poussent. Alors, je sais pas dans quelles conditions, mais possible qu'avec l'humidité qui retombe de la nuit, comme vous savez maintenant que ça prend très peu d'eau, j'ai même vu des photos de champignons qui vont pousser dans l'eau aussi. Donc, alors il y a le cordyceps ressemble un peu à ce champignon. Il y a des champignons corail qu'on appelle. Donc on se demande si le corail qu'on trouve aussi est pas apparenté aux champignons parce que c'est vraiment des formes très similaires. Donc c'est vraiment ça amène beaucoup de questions. Alors je vous ai préparé pour que vous ayez en photo un peu tous les grands noms des champignons médicinaux parce que bien évidemment il faudrait beaucoup plus de temps pour revoir en détail tout cela. Maitake, shiitake, alors c'est aussi un champignon qui est très utilisé dans la gastronomie chinoise, qui a aussi beaucoup de vertus. Alors c'est un champignon aussi, j'ai déjà testé, vous pouvez le faire sécher en utilisant une friteuse sous vide
et mettre n'importe quel type d'épices et vous allez avoir un produit qui est encore meilleur qu'une chips et en plus qui est bon pour la santé. Donc il y a vraiment plein de nouveaux produits qu'on va pouvoir lancer dans le futur et on est en contact avec beaucoup de gens aussi dans l'industrie qui viennent nous demander des questions sur les champignons. Est-ce qu'il y en a d'autres intéressants? Alors l'auricularia, par exemple, ça c'est un champignon qui est assez intéressant parce que avec l'âge, on a souvent des problèmes d'insuffisance veineuse. C'est un champignon qui va remettre un peu de la flexibilité au niveau des capillaires sanguins et qui est très doux. Vraiment pas vraiment parce que un cordyceps va avoir par exemple un léger effet aussi à bouger les métaux lourds. Donc si vous êtes chargé en métaux lourds, il y a des gens qui, s'ils prennent trop de cordyceps, au bout de déjà de 8 jours, ils vont avoir une réaction complètement allergique en pensant « Ouh là là, le champignon est toxique ». Non, c'est juste que le champignon est en train de bouger des métaux lourds dans votre corps et vous faites une réaction, surtout si c'est du mercure, vous allez vraiment sentir passer. L'auricularia peut être très très bon parce que ça peut remettre de la flexibilité dans le mouvement de certains membres. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et puis, alors, vous allez retrouver, il y a aussi d'autres suppléments, d'autres plantes que vous allez retrouver, mais c'est vrai que les champignons, c'est vraiment des usines chimiques à produits, à composants actifs vraiment impressionnants. Alors, Rémi m'a demandé, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce qu'on trouve l'information? Comment, parce que c'est vrai que nous, au niveau de la Fondation Mycoverse, on a déjà en ligne on peut nous contacter pour nous dire, voilà, j'ai un problème, qu'est-ce que vous pouvez me recommander? Et on va avoir des médecins qui vont répondre prochainement à ce type de questions. Comme ça, on sera vraiment dans l'exercice de la médecine, mais avec un composant axé sur l'utilisation des champignons médicinaux. Nous, on pense que si on veut amener le potentiel des champignons médicinaux, ça doit passer par la médecine. Ça veut dire qu'il faut former les médecins. Et à travers la fondation Mycoverse, dont je vais parler un peu après, on a pour ambition de créer un centre européen de la mycothérapie. Où acheter? Alors, c'est vrai que comme il y a un intérêt commercial de plus en plus qui grandit par rapport au potentiel de champignons, vous allez je vous donne quelques marques, j'en connais d'autres. Oriveda, c'est une très très bonne marque qui vient des États-Unis. Vous avez tout un site aussi en Grande-Bretagne. Et toutes ces bonnes marques, toutes les grandes marques sont très chères parce qu'il y a vraiment de la qualité derrière. IFAS d'Altera, c'est une très très bonne société en Espagne. Ils ont 70 employés, très très beaux produits. C'est-à-dire là, vous êtes sûr, je crois qu'ils ont même fait des produits oncologiques vraiment pour le traitement pour aider les patients atteints du cancer. Donc vraiment, je pense que chacun d'entre nous connaît des personnes autour de lui ou d'elle qui a eu affaire ou qui a affaire au cancer. Intéressez-vous aux champignons médicinaux parce qu'il y a vraiment, par exemple, rien que sur le Coriolis versicolore, après, pour les survivants du cancer, vous avez encore plus de chances de durée de vie en utilisant du Coriolis versicolore. Il y a une étude qui a été faite en Chine où il y avait vraiment 50% plus de durée de vie sur 5 et 10 ans, et on parlait de 300 personnes. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des données derrière. On n'est plus sur vraiment du wiki ou de la médecine populaire, c'est vraiment de la recherche sérieuse qui nous arrive derrière. Fortigmatic, je vous en ai mentionné maintenant, c'est ce Finlandais qui a lancé sa société sur la base de champignons que vous allez prendre le matin sous forme de thé. Alors la question c'est, on me demanderait sur Amazon, qu'est-ce que je fais quoi? Parce que forcément vous allez avoir des produits qui vont être beaucoup moins chers, 20 €, voilà, très bien. Faut regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, et parfois vous allez vous retrouver avec un produit qui il va falloir prendre peut-être 4 ou 10 pilules pour avoir l'équivalent d'un bon produit. Ou alors il mélange plein de champignons, mais l'effet actif d'un certain champignon ne sera pas suffisant pour vraiment développer les propriétés que vous attendez. Et alors, au niveau de la réglementation en Europe, vous ne pouvez pas vendre un produit en affichant ou en vantant les vertus thérapeutiques, puisque tout de suite, on passe il y a une réglementation, une directive des années 90 sur les suppléments alimentaires, et donc il y a une interdiction stricte de mentionner la moindre propriété thérapeutique. D'où l'intérêt pour nous de communiquer à travers une fondation, parce qu'on n'a pas de produit à vendre. Donc vous allez typiquement voir juste un terme pour dire voilà, vous prenez cordyceps énergie. Voilà
l'éricium, c'est le focus, voilà, le chaga limité. Alors, c'est bien, mais c'est très limité. Moi, je suis un peu énervé à cause de ça. Je pense qu'on a besoin de réformer le cadre légal pour vraiment distinguer les médicaments pour la médecine alliopathique qui ont besoin effectivement d'un cadre réglementaire très strict pour éviter les effets secondaires. Dans le cadre des champignons, on a quand même, dans certains champignons, des milliers d'années déjà d'utilisation et on sait que c'est vraiment safe. Voilà, je vous ai mis d'autres marques en Europe. Je connais très bien Lux Pixel parce que Marc fait partie de la fondation. J'ai été le chercher, c'est le fondateur. Il y a 25 ans qu'il fait des champignons médicinaux avec une très très bonne qualité. Aux États-Unis, je vous ai mis FreshCap parce que c'est un producteur qui est aussi passionné et qui fait des très très bonnes vidéos en anglais sur les vertus des champignons. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont un bon niveau d'anglais, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Il a sur son site, il met un lien sur les vidéos sur YouTube. C'est des vidéos qui font entre 6 et 10 minutes, qui sont vraiment très intéressantes et qui vont, vous allez apprendre plein de choses sur plein de champignons. Alors, attendez. Voilà. Et je voulais présenter donc la fondation Mycoverse qu'on a lancée il y a un peu plus d'un an. Donc, je suis le président de cette fondation qui est basée au Liechtenstein. Et on est, comme on est en contact vraiment avec de plus en plus d'experts mycothérapeutes et mycologistes dans le monde, on s'est dit on veut vraiment, en anglais c'est close the gap, mais vraiment amener les connaissances des experts qu'on connaît, des connaissances. On a aussi des collections de traités sur les champignons qu'on veut mettre dans une bibliothèque en ligne, qui est faite de manière structurée. En plus, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais l'idée, c'est d'entreprendre de la recherche, faire former des médecins en mycothérapie. Il y a vraiment, on sent qu'il y a aussi un intérêt grandissant des médecins pour ce type de produit, parce qu'il y a, comme il y a des publications scientifiques qui sortent, ça commence à s'ébruiter. On veut aussi développer des nouvelles techniques d'agriculture. Je pense que dans le domaine de l'agriculture, en utilisant le mycorhize, on peut potentiellement avoir une économie circulaire où il n'y a plus de produits chimiques et d'engrais en cours. On y viendra peut-être. Donc c'est un peu tout ce qu'on fait au niveau de la fondation. On en est encore au début. Là, je suis en train de construire un comité scientifique très solide pour qu'on ait justement après, à terme, une action au niveau des pouvoirs publics, qu'on puisse être plus au sérieux et qu'on puisse vraiment, ce qu'on veut, c'est défendre aussi le potentiel de ces champignons, mais avec une approche scientifique extrêmement rigoureuse. Tu dis souvent en Europe, le but de la fondation en Europe, etc. Est-ce que tu remarques une différence d'accueil entre la France et les autres pays d'Europe chez les médecins? C'est-à-dire on voit qu'en Allemagne, dans les pays, je dirais, germanophones, il y a cette profession qu'on appelle Heilpraktiker. Je ne sais pas si on peut traduire par naturopathe, voilà, qui est encadré et qui permet justement de faire plus facilement ce type de produit. La France, pour moi, c'est très chimique l'approche. Hein. On n'est pas encore sur les comptes. La médecine douce n'est pas encore favorisée d'un point de vue légal. Et je pense que pour moi, l'importance du cadre légal est essentiel si on veut que ce type de produit, mais ça doit être encadré parce que le principe au départ de la directive européenne, c'est d'éviter les appellations farfelues pour vendre. Et ça, c'est le problème parce que le domaine de la santé demande beaucoup d'argent, mais génère beaucoup d'argent aussi. Et on doit protéger le public contre les appellations fallacieuses sur les propriétés éventuelles d'un produit. D'accord. Mais merci. Sur les pleurotes, tu as dit il y a beaucoup d'applications parce que pas mal des champignons que tu as cités, on va les trouver en gélules, etc. Ouais. Mais dans les champignons communs européens ou français pour non mais oui, alors mais quelles sont les applications et est-ce que les champignons que l'on connaît, les girolles, les cèpes et tout, ont des vertus particulières que l'on ne connaîtrait pas? Je me suis posé cette question parce que je me suis dit si déjà tous ces champignons ont des vertus, même le bolet est intéressant. Je crois que le bolet est une source de sélénium extrêmement importante, donc et d'autres composants chimiques. Le pleurote, effectivement, c'est un des champignons les plus consommés. C'est tout ce qui est problème de peau, perte de cheveux. Et c'est ce champignon que vous avez utilisé aussi pour l'augmentation du volume
et de la taille au niveau de la masse chevelue. Par contre, c'est toujours en combinaison avec d'autres vitamines B5, etc., de la niacine. Mais le pleurote, alors, je sais qu'il y a un rôle de régulateur hormonal au niveau de la pleurote, qui peut être intéressant, surtout chez les femmes. Parfois, justement, à cause de la toxification du corps, vous allez avoir des dérèglements hormonaux que vous allez devoir, entre guillemets, réguler ou réparer potentiellement en utilisant le champignon de la bonne manière. Et c'est là où je vois l'importance d'avoir justement quelqu'un qui est formé en mycothérapie, idéalement un médecin, parce que ça va être beaucoup plus précis. Et alors, le problème qu'on a, c'est que les gens malades, en général, ont déjà des médicaments. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est les interactions potentielles avec des médicaments. Je sais que parfois, si vous avez une maladie auto-immune, il y a certains champignons que vous allez éviter, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, on est dans du domaine vraiment très spécifique. Quelqu'un qui nous demande, Marilyn, peux-tu donner plus de détails sur le thé à base de chaga? Je n'ai pas compris la marque et je le trouve pas sur Internet. Donc si on veut concrètement faire une infusion ou un thé avec du chaga, qu'est-ce qu'il faut prendre? Le chaga, typiquement, moi, là j'ai un fournisseur de chaga qui est basé en Estonie. Je vais vous envoyer le produit. C'est ces blocs de chaga qui sont coupés et alors vous pouvez mettre dans un thé. L'avantage, c'est que vous faites un premier thé, mais vous allez pouvoir faire une dizaine de thés jusqu'à ce que le champignon soit complètement décomposé dans ce thé. D'ailleurs, ça va devenir presque couleur café. Et ça, c'est un thé qui est très agréable à consommer. Donc, et alors, en plus, le fait de le boire dans la bouche, vous pouvez même le garder plus longtemps en bouche pour avoir une action thérapeutique au niveau des gencives. Vous allez avoir une action contre les virus, etc. Il y a quelqu'un qui s'est manifesté et qui a dit qu'il était vétérinaire, des applications? Ah, bravo, j'avais oublié un domaine. Oui, alors là, dans le domaine aussi avec les animaux domestiques, on a déjà eu des demandes. J'ai même un tableau en fonction des maladies que peuvent avoir les chiens et les chats. Vous pouvez vraiment utiliser les champignons pour soigner les bêtes. Ça, c'est très intéressant. Le maïtaï, qui est aussi un champignon qu'on peut manger, qui est utilisé aussi beaucoup dans la gastronomie chinoise, c'est dans certains types de cancers, c'est vraiment un mangeur de tumeurs. C'est-à-dire que vous pouvez même l'appliquer. Je me souviens d'une anecdote, c'était un cheval qui avait une tumeur cancéreuse sur la peau, et on lui a mis du maïtaï en crème, et en plus, ça va réparer la zone qui a été vraiment détruite par le cancer. Donc il y a vraiment énormément, et ça, c'est aussi un domaine qu'on veut développer au niveau de la fondation, c'est amener ces connaissances auprès justement des vétérinaires, parce qu'il y a vraiment, bien évidemment, là, ça va être un dosage différent, etc., etc. Tout ça, c'est des connaissances qu'on a besoin, mais on connaît des spécialistes qui ont déjà, notamment en Allemagne, c'est vrai que dans le monde germanophone, il y a vraiment plus de contacts, mais je sais qu'en France, on va en trouver aussi. Et nous, on va pousser le mouvement pour qu'il y ait vraiment cette information, savoir comment utiliser, parce que n'importe quel champignon, vous les trouvez en gélule, donc il suffit de les mélanger avec la nourriture de votre chat ou de votre chien, et vous allez pouvoir, là, j'ai l'exemple d'un chien, il avait une irritation à la patte avant de l'envoyer chez le vétérinaire. J'ai dit, allez hop, 2 semaines avec du chaga et du cordyceps en forme liquide, et puis le chien mange, et déjà, il y a une amélioration au niveau de la peau. Merci beaucoup pour cette présentation super complète, c'est fascinant. Vous avez évoqué, par exemple, certains champignons qu'on pouvait mettre à la friteuse ou consommer de façon différente. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des façons de préparer les champignons à éviter avec certains, à favoriser avec d'autres? Est-ce que c'est comme certains aliments où, voilà, si on les prépare d'une certaine façon, ils perdent leur bienfait? Si vous passez une certaine température, effectivement, friteuse à 180 degrés, c'est l'huile, je crois. Là, vous allez perdre certainement certains composants, mais je ne saurais pas vous dire dans le détail. Par contre, l'intérêt, c'est une friteuse sous vide. C'est que là, je crois que la température, c'est 120 degrés. Donc, vous préservez beaucoup des éléments chimiques intéressants. Typiquement, c'est dans le cadre du shiitake, qui est souvent un champignon qui est très, très utile. En termes de cuisson, alors, typiquement, le coprinus, par exemple, c'est un champignon médicinal que vous avez listé, j'en ai pas parlé, qui va agir sur le taux de glycémie. Et c'est un champignon, si vous le consommez avec de l'alcool, et qu'il est cru, là, vous pouvez avoir une digestion qui va être très, très mauvaise, voire toxique. Par contre, une fois qu'il est cuit, moi, je vais le manger en cuisine, cuit sans problème. Et voilà, donc il y a des petites précautions comme ça, et c'est vraiment au cas par cas, et c'est vrai que c'est intéressant de savoir, parce que dans la gastronomie, il faut effectivement... Alors, j'aime à dire que tous les champignons sont comestibles, mais certains une seule fois. Vous avez parlé de l'importance des huiles de l'Est sur les champignons. Alors moi, par exemple, j'utilise du kéfir. On dit que c'est un champignon.
Le kéfir, je pense, fait appel à des levures. Donc, les levures, je crois, sont rattachées au monde des champignons, si je ne me trompe pas, parce que la bière a bien aussi des levures. Donc, c'est possible. Alors, je sais que même dans l'industrie pharmaceutique, il y a des levures de champignons qui vont être utilisées pour produire des principes actifs. Donc, le kéfir probablement fait appel à un type de levure qui probablement vient de champignons. Alors, c'est intéressant aussi au niveau, parce que dans l'infiniment petit, les spores, on a dans l'air qu'on respire, on retrouve des spores. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie des molécules que vous retrouvez dans l'air proviennent de spores de champignons. Et les spores de champignons peuvent être conservés dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des théories qui disent que même des spores de champignons pourraient passer et voyager de l'espace et arriver sur notre planète. Voilà. Vous avez parlé des synergies donc favorables entre différents champignons. Est-ce qu'il y a des incompatibilités? J'en ai pas en mémoire, non. Ce qu'on va éviter, c'est typiquement peut-être de prendre plus de 5 champignons médicinaux en même temps. C'est vrai que si on prend du cordyceps avec de l'auricularia, là, on a vraiment beaucoup de fluidification du sang. Mais j'ai pas, à ma connaissance, vraiment d'incompatibilité entre, en tout cas, dans ces champignons médicinaux qui sont clairement identifiés, pour lesquels il y a déjà beaucoup de recherches. Non, c'est vraiment un exemple de synergie très, très intéressant. Je profite de ton micro, celui-là, oui. Tu peux le montrer, tu l'as pas fait passer? Non, alors ça c'est intéressant parce que c'est un reishi, et c'est souvent ce champignon Mycelium qui va être utilisé pour fabriquer justement des composants pour les matériaux. Alors je vais vous faire passer parce que vous allez voir, ça va vous faire penser un peu justement à des matériaux comme les crustacés, et c'est très très léger. Et donc, on peut avoir des structures sur la base du reishi qui vont être très solides et très légères. Donc, dans les matériaux, ça peut avoir des intérêts. On peut pas sur des constructions très très non plus solides, en tout cas pour des accessoires, c'est très intéressant. En tout cas, des matériaux qui vont isoler pour l'isolation sonore. Et alors, s'il y a une couche de CO2 dans la manière dont vous le faites pousser, le champignon va changer de direction. Donc, vous pouvez aussi avoir comme ça des champignons qui vont changer donc, il a tendance à monter. Voilà. Ok, donc la personne qui est vétérinaire, elle serait intéressée par le tableau dont tu lui as parlé. On peut t'envoyer un mail sur le site Mycoverse. Voilà. Et donc la personne m'a entendu. Une autre question par rapport à la cuisson, justement, nos champignons de nos forêts françaises, quand on les cuisine, il faut pas les faire trop cuire parce qu'ils perdent beaucoup. Cèpes, girolles, tout ça, tous les champignons classiques. Je ne saurais pas dire, mais je sais en général, la cuisson traditionnelle préserve les propriétés, puisqu'on le voit au Japon où il y a quand même un taux de cancer qui est quand même plus réduit dans la plupart des pays développés, parce qu'il y a vraiment beaucoup de consommation de champignons en soupe ou effectivement à la poêle. Donc puis ça chauffe plus que 150 degrés. Ok, madame. Oui, j'ai une question. Vous parliez de développement de formation avec votre fondation. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formations en mycothérapie en France accessibles? Alors, oui, il y a on trouve alors, formations, je ne sais pas encore, mais il y a des gens qui se sont formés. C'est beaucoup de recherches, etc. Je peux pas vous répondre vraiment, parce que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans la salle, mais en tout cas, en France, je ne sais pas. Non, mais donc, elle peut poser la question sur la fondation que tu diriges. Alors, nous, sur la fondation, c'est vraiment un développement qu'on espère avoir le financement. On a vraiment en tête de faire un institut de la mycothérapie dans le Tyrol pour vraiment former les médecins, mais aussi les praticiens, les naturopathes, typiquement, pour travailler, parce que c'est vrai que ça aidera à amener les champignons auprès du grand public. Ok. Vous avez l'école du docteur Donatini qui s'appelle ECIM, E-C-I-M. Vous tapez ECIM Donatini sur Internet, vous allez arriver sur son école. Vous avez la société IFAS Latera qui fait des mycéliums, qui a aussi des stages de formation. Vous avez l'école de Robert Masson aussi qui fait des cours. Vous avez différentes écoles de naturopathie qui, dans leur cursus, peuvent accepter des élèves occasionnellement sur un thème particulier. Attendez, qui fait des champignons encore, voilà. Je vous donne ces deux informations, sinon vous pouvez taper formation mycothérapie et vous trouverez. Il y a beaucoup de médecins
qui font des mini-conférences sur Internet et qui parfois sont rattachés à un fabricant de laboratoire de compléments alimentaires. Donc, vous trouverez sans problème. Ok, merci, c'est très clair.